Toutes les 4 minutes, une petite fille se fait exciser dans le monde et pourtant dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et bien sûr en Occident, les mutilations génitales féminines sont interdites. Selon l'UNICEF, au moins 200 millions de filles et de femmes ont subi une ablation du clitoris, une excision ou encore une infibulation. Et en Belgique, les jeunes filles ne sont pas à l'abri de cette pratique. 12 000 filles seraient à risque. Cela se pratique en Belgique, mais le risque est encore plus grand lors de vacances au pays. Alors, à la veille des congés estivaux, le GAMS, le groupe d'abolition des mutilations sexuelles, lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Une des marraines est Alimata Fofana. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes journaliste, conférencière, autrice aussi et réalisatrice française. Vous êtes notre invitée. Merci en tout cas de passer cet après-midi chez nous. Revenons sur ce morceau de votre vie, cette excision lors de vacances. C'est ce qui vous est arrivé. Vous aviez 5 ans. Aujourd'hui, c'est important pour vous de soutenir des campagnes comme celle-ci. Oui, je trouve que c'est primordial de parler, parce que toute la difficulté, elle est là, c'est que c'est une pratique qui est taboue, donc on n'en parle pas, que ce soit de la part des victimes ou également des parents. Donc cette campagne, elle permet de mettre des mots sur une pratique ancestrale qui est d'une atrocité sans nom. Donc pour moi, qui l'ai subi étant enfant, dont je sais ce que c'est que dans ma chair, dans mon corps, dans mon esprit et les conséquences que ça a. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aider, d'épargner des petites filles. Alors là, il va y avoir beaucoup d'événements autour de cette campagne cette semaine. Il y a donc une rencontre littéraire qui est prévue autour de votre dernier livre. Je vais le montrer. Donc c'est À l'ombre de la cité Rimbaud. Vous allez être à Gand et puis après mercredi, il y a aussi la projection de votre documentaire À nos corps excisés, qui est en français. Donc cette fois, c'est au Palace à Bruxelles. Ça c'est pour les Bruxellois de 11h30 à 13h. Il y a encore une autre rencontre littéraire mercredi soir à la Maison de la Francité. Tout ça, c'est quand même finalement beaucoup de choses. Vous avez utilisé beaucoup de supports différents aussi, vous, pour vous exprimer. Vous êtes passé par le documentaire, par le roman. Ces deux approches différentes, c'est pour toucher un public le plus large possible ? Oui, ce sont deux approches différentes. Donc le premier livre, quand je l'ai écrit, c'était vraiment un moyen d'extirper la douleur que j'avais en moi. Donc c'était vraiment thérapeutique. Suite à cela, c'est que le documentaire, je me suis rendu compte que le livre n'était pas accessible parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire, on a tendance à les oublier, mais elles sont présentes. Donc, vos parents, c'était leur cas notamment. C'était exactement le cas de mes parents et je trouvais que c'était important de leur donner à voir également cette problématique. Et en plus, auparavant, j'avais vu des documentaires dans lesquels j'ai participé qui traitaient de la question de l'excision, mais je trouvais que c'était pas abordé dans la globalité et que l'excision était beaucoup plus complexe qu'une simple amputation. Parce qu'à travers cet acte, on ampute une partie de l'identité de la personne. On ampute une partie de son intégrité et aussi son devenir. Pour vous, c'est ça aussi, c'est la reconstruction aussi du corps et la réappropriation de votre corps. La question de la reconstruction, oui, psychique, parce que je rappelle que c'est tout de même un trauma. Moi, je l'ai subi quand j'avais 5 ans, donc moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ce que vous dites à votre mère, d'ailleurs, dans le film. Dans le film, exactement, c'est ce que j'ai hier, parce que c'est présent dans ma tête depuis cet âge-là. Et je trouvais que c'est important de le dire que ça existe encore, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe plus, alors que c'est encore très présent. Il y a des jeunes filles qui ont 20 ans, 25 ans qui l'ont subi et qui m'écrivent via les réseaux sociaux. Donc, le film, les livres, ça permet de mettre la lumière sur cette pratique et de dire que ça continue d'exister et que ce n'est pas forcément au fin fond de je ne sais où. C'est ici. Et les filles qui sont concernées, je tiens à le rappeler, elles sont également françaises, belges, canadiennes. Parce que le problème, il est là. C'est que souvent, quand on parle de cette question, on dit oui, mais ça se passe à l'autre bout du monde et on ne raccroche pas à notre réalité. Alors que c'est notre réalité, vous avez tout de même cité un chiffre important. Oui. Est-ce que c'est justement toujours dans ce genre de circonstances, on emmène l'enfant dans son pays d'origine et ça se passe toujours comme ça Alors, ça y a eu des changements parce qu'il y a eu des actions qui se sont passées en France dans les appartements.
Il y a eu même des procès dans les années 90-2000 en France. On risque quoi, 20 ans de prison pour ça? Oui, on risque. Mais généralement, les peines ne sont pas appliquées à ce degré-là. Et il y a aussi un risque encore plus important, c'est lors de vacances. Oui. Lors de vacances au pays, donc les enfants ne savent pas, elles pensent partir en vacances. Donc moi, j'ignorais complètement que j'allais subir cela. Donc vous partez en vacances et à ce moment-là, il y a toute une organisation qui se fait sans vous. On vous explique rien. Vous arrivez, on vous subissait une amputation. Je rappelle tout de même que c'est fait à vif sur le corps d'une enfant. Donc vous imaginez la douleur, la souffrance, l'incompréhension. Et puis la façon aussi dont ça se passe. Oui, voilà, la façon dont ça se passe. En plus, vous savez, il y a des risques importants, des risques de septicémie, parce que c'est le même couteau ou la même lame qu'on utilise les filles les unes derrière les autres. Il y a des risques d'hémorragie. Je rappelle quand même qu'il y a des bébés et des jeunes filles qui meurent suite à l'excision. Ouais. Donc, après cela, on ne vous dit rien, ni avant, ni pendant, ni après. C'est une trahison. C'est la trahison ultime. Je dirais, une des difficultés, certes, la souffrance physique, parce que vous imaginez, mais c'est aussi de prendre conscience que tu ne peux pas faire confiance à tes parents et qu'il va falloir faire sans eux. Quand vous avez 5 ans ou 6 ans, les ressources sont les parents, vous n'avez pas d'autres ressources. Vous êtes trop jeune. Plus tard, après, vous développez autre chose. Mais petit, c'est ça. Et donc, c'est une trahison ultime. Donc, tu essaies de grandir de manière bancale avec ça. C'est toute la difficulté. Vous avez dit, vous aviez 5 ans, c'était donc dans les années 80. 87. Aujourd'hui, il y a des lois. Il y a aussi des lois qui ont été passées dans les différents pays africains, notamment au Sénégal, en Guinée. Vous retournez dans votre documentaire à la fin au Sénégal, vous parlez, vous rencontrez des autorités en disant, voilà, il y a eu cette loi qui interdit aujourd'hui l'excision. Pourtant, elle se pratique toujours. Malheureusement. L'excision continue. Oui, il y a les lois. En France également, il y a les lois qui interdisent tout. Alors, la première là, c'était toute mutilation, donc c'était pas précisé sur la question de l'excision, mais c'est toute mutilation. Donc, il y a une nouvelle loi qui est je crois qu'il y a c'est le premier mandat d'Emmanuel Macron qui interdit l'excision. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ces lois, elles s'arrêtent au seuil de la porte de nos familles. Et de la cité aussi, plus. Il y a une omerta dans les cités. Il y a une omerta, oui, sur le corps de la femme, j'ai envie de dire. De manière générale, sur le corps de la femme, on veut, à partir de la taille, ça n'existe plus. Donc oui, il y a une omerta, on ne parle pas. Nous, en tant que victimes, nous ne parlons pas non plus, parce que nous sommes une fratrie de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Mes frères ont découvert ça quand mon livre est sorti. Oui. C'est pour vous montrer à quel point le tabou est tellement fort. Et il y a la honte aussi. La honte, parce qu'il y a un élément important à prendre en considération, c'est que moi, je suis née, j'ai grandi en France, donc je comprends que mes copines à l'école, elles n'ont pas subi la même chose que moi. Et je comprends également que ce que mes parents ont fait, c'est puni par la loi. C'est vrai. Petite, vous savez. Ouais. Donc, c'est difficile. D'un côté, vous aimez vos parents. Vous ne voyez pas les dénoncer. Et c'est vraiment très, très compliqué, parce qu'en plus, on vit dans une société où on prône l'orgasme féminin. Moi, je me souviens des magazines. Et à l'époque, il y avait toutes les radios, vous voyez, de libre antenne. Oui, les fun, je ne sais plus comment ça s'appelle. Diffoul. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Diffoul, voilà, c'était ça. Voilà. Donc, vous entendez tout ça et vous dites, mais il y a quelque chose de... Vous sentez... Moi, pendant très longtemps, je me suis sentie à moitié femme. Vous dites d'ailleurs, ce que je cherchais dans mon corps se trouvait dans ma tête. C'est une psy qui m'a dit ça. Une psy qui m'a aidée pendant plus de 10 ans. Et elle m'a fini par me dire, Malimata, ce que vous cherchez dans votre culotte se trouve dans votre tête, et elle avait raison. Parce que moi, j'ai eu recours à la réparation chirurgicale quand j'étais étudiante. Plus je l'ai fait en cachette. C'est ça ? Pardon ? À 23 ans ? Oui, exactement, à 23 ans. Plus je l'ai fait en cachette, donc ça n'aide pas. Et on ne m'avait pas dit que le vrai travail, il est psychologique. Donc moi, j'ai été déçue un peu... On ne m'avait pas prévenu des douleurs post-opératoires qui étaient tout de même très importantes. Et le vrai travail, je l'ai fait après. Alors, on est sur le temps long. Là, on est d'accord, on est sur le temps long, on est sur plusieurs années. Je ne donnerai pas le nombre d'années parce que c'est très approximatif, tout dépend des femmes. Bien sûr, de toute façon. Donc, chacune fait un peu comme elle peut. Donc moi, ça a mis très longtemps. Moi, j'ai dû quitter l'Europe pour aller en Amérique du Nord. Changer d'environnement, moi, j'ai trouvé une bienveillance là-bas. Je dis souvent, le Québec, c'est la terre de ma renaissance, donc je suis très, très attachée. Et c'est là-bas que j'ai pu dire ce que j'avais subi. Auparavant, vous imaginez, pendant près de 25, 28 ans, je n'ai rien dit. Vous ne l'aviez jamais dit à une amie, non. En parler avec vos sœurs? Non. Même entre sœurs, pardon. Entre sœurs, vous ne parlez pas? Non. Et moi, j'avais honte. Et la honte, elle
elle vous empêche de parler. Non, là, j'avais tellement honte et j'étais convaincue que si les autres le savaient, j'allais les écœurer. J'allais les écœurer. Et c'était le regard que je posais sur moi-même, parce qu'à ce moment-là, je vomissais littéralement par rapport à ce que j'avais subi, parce que je trouvais ça tellement répugnant, cette femme qui avait osé mettre sa main dans ce que j'avais de plus intime, quoi. Et donc, j'avais le sentiment d'être souillée, d'être vraiment une page pleine de taches. Ouais. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre corps ? Alors, c'est très mieux, mais c'est très complexe, parce que moi, je suis passée par l'anorexie, je suis passée par la boulimie. En gros, ce qu'on m'avait été retiré, j'ai essayé de le chercher ailleurs. Donc, je cherchais une espèce de perfection qui n'existe pas, vous allez me dire. Mais je cherchais une espèce de perfection, de beauté féminine, mince, qui ressemblait un peu à ce que je voyais dans les médias ou dans les magazines. Donc, je me suis fait beaucoup de mal. C'est pour ça que quand on parle de violence de manière générale, certes, on a subi des violences, mais après, soit on s'inflige également des violences. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait un énorme travail avec des psys. Je pense que j'ai pas fini sur la question de mon corps. Céline Dion est très présente dans votre vie. Alors là, c'est bien. Ça, c'est super. Dans le livre comme dans le film, d'ailleurs. Ouais, parce que Céline Dion, pour moi, c'est à travers son parcours, parce que c'est une fille, 14 enfants, au fin fond du Québec. Donc, c'est déjà, malgré tout, il y a un espoir de possible. Mais je dirais que c'est aussi la voix. La voix qui, pour moi, est l'émanation du divin sur cette terre. La voix, on est dans l'ordre de la transcendance. Sa voix, elle me permet à moi, Alimata, quand je suis au fin fond de la cité, et que c'est très obscur, je me dis, je sais que je vais avoir un avenir meilleur. C'est dur, là, mais j'étais convaincue d'une chose, c'est que j'allais avoir un avenir meilleur. Et je pense que si j'avais pas eu Céline dans ma vie, je pense que je serais pas là face à vous. Et ça montre l'importance. Et le rêve de ma vie, c'est de la rencontrer. Et c'est toujours pas réalisé ? Non, ça c'est le rêve de ma vie, de rencontrer cette femme qui... Dieu seul sait à quel point... parce que quand on parle d'excision, c'est ça aussi qu'il est important de préciser, c'est qu'on nous éduque avec une très grande violence. À partir du moment où vous êtes capable d'exciser votre enfant, qu'est-ce qui vous empêche ? Oui. Vous voyez ? Vous parlez des coups, d'ailleurs. Voilà, des coups, voilà, c'est dans votre ouvrage, donc qui est romancé, puisque vous prenez Maya, qui est malienne. Et donc mais j'ai choisi le Mali. Mais... Oui, j'ai choisi le Mali parce qu'au Mali, il y a une recrudescence d'excision. Ah oui. Oui, avec les instabilités politiques, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Dès qu'il y a une instabilité politique, les filles sont en danger et toutes les ONG qui essaient de faire changer les choses, elles ne sont pas protégées. Donc il y a une recrudescence. Moi, j'ai reçu des articles des bébés de 2 semaines. À la chaîne, on a fait ça. Et il y a des bébés, il y a des petites filles qui sont mortes. Donc vous parlez dans le roman évidemment de la violence aussi de l'éducation que vous avez reçue, parce que la violence elle a été physique avec évidemment votre excision, mais il y a eu aussi les coups de votre père, et puis il y a la violence de l'éducation aussi de votre mère, parce que finalement elle vous éduque à être simplement une épouse et à rester à la maison. L'école, vous aimez ça, vous êtes doué en plus, vous avez une prof de français et de littérature qui vous ouvre à plein de choses, vous voulez aller à l'université, vous vous battez pour ça, vous y allez. Tout ça, finalement, vous êtes aussi... Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes aussi issu de l'école de la République, on peut dire ça en France, enfin en tout cas cet ascenseur social que l'école peut permettre? Exactement. Alors, je sais que tout va pas très bien. Tout le monde va dire, mais non, il y a tellement de problèmes. On est d'accord. Nous les voyons tous, c'est les problèmes. Mais c'est possible. Et je pense que juste ça, de se dire que c'est possible. Moi, j'ai compris pas trop tard que le seul moyen de m'en sortir, c'était l'école. J'ai compris que par le biais de l'école, c'était possible pour moi de me frayer un autre chemin, autre que celui de ma mère. Souvent, on me pose des questions par rapport à cela. Et je dis, moi, j'ai grandi avec des contre-exemples. J'ai grandi avec tout ce que je ne voulais pas devenir. Je le voyais au quotidien face à moi. Donc oui, il y a une préparation pour les jeunes filles à être une épouse et une mère. Et en plus, vous voyez, le passage se fait très rapidement entre le moment où vous êtes jeune fille, le moment où vous devenez épouse, et après, très rapidement, on attend à ce que vous ayez un enfant, quoi. Et l'époux que vous n'avez pas choisi, en plus. Oui, voilà, en plus, oui. Ça, c'est un élément tout de même important. Un époux que vous n'avez pas choisi, donc ce sont des viols à partir du moment où vous refusez d'avoir des relations et que vous êtes forcé à le faire. Et il y a un élément aussi important à ajouter, c'est que ça se passe en Occident. Donc, on est quand même dans un pays où il y a des lois. Quand je dis que les lois s'arrêtent au seuil de la porte, la preuve, les mariages forcés existent encore aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce qu'il faudrait parler aux jeunes filles, parler aux petites filles, faire passer un message quelque part par un canal de communication, je ne sais pas lequel? Je pense, comme vous dites, parler, ça c'est essentiel. Parler, là vous le faites à travers la radio et vous ne savez pas ce que ça va devenir. Quand au moment où un message va partir, un mot va partir, la répercussion que ça peut avoir, moi ça a eu des répercussions chez moi. Le fait d'entendre, moi je me souviens de Brigitte Lahaie sur RMC quand elle parle, alors c'était en cachette, vous imaginez bien, mais le fait d'entendre parler et de savoir qu'il y a aussi des endroits qui peuvent vous recevoir comme le planning familial. Parce que moi je ne pouvais pas aller voir ma mère dire oui je veux la pilule, c'était pas possible. Et à l'école, moi à mon époque, il n'y avait pas d'informations là-dessus. Donc oui, je pense que c'est le fait de parler, mais également quand je fais des documentaires, je sais que ça touche. Les jeunes filles m'écrivent, et là, il y a un problème. Parce que les filles qui m'écrivent, elles ont 25 ans. Autant moi, j'ai été sacrifiée, ok. Mais celle de 25 ans, c'est impardonnable qu'elle ait subi la même chose que moi. C'est impardonnable. Et ça, c'est le rôle de l'État. Je rappelle que les États sont censés protéger tous leurs ressentissants. Si les parents sont défaillants, l'État est là pour protéger. Et là, on voit qu'il y a encore des manquements terribles. Et comme vous dites, c'est aussi à nous, victimes, de prendre la parole et de ne pas forcément attendre que ça vienne d'un autre ou d'une autre. Moi, je dis souvent, quand je parle d'excision à ma mère, vous avez vu le documentaire, elle m'envoie bouler. J'allais y venir. Elle veut pas que vous prononciez le mot. Elle dit, ne dis pas le mot. Ne dis pas le mot. C'est ça, exactement, ne pas dire le mot. Donc, vous voyez, les choses, elles se passent, on prononce jamais, parce que c'est comme si... Et parce que vous voyez aussi dans la même fratrie, parce que j'ai une de mes sœurs qui m'en a voulu terriblement d'avoir parlé d'excision. Je rappelle quand même que je ne suis pas responsable de ce qu'elle a subi. Je parle, mais c'est pas moi qui ai fait ce qu'elle a subi. Mais elle m'en a beaucoup voulu dans le sens où on parle pas de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est si on parle pas de ça, on participe. On participe à ce que l'excision continue. Mais ça s'arrête quand on est capable de parler, de mettre des mots. Et il y a un élément important. C'est quand vous discutez avec les femmes qui n'ont pas forcément eu accès à l'instruction, vous voyez des femmes qui arrivent. Quand on parle d'excision, pour elle dit mais c'est normal, ma mère elle l'a subi. Souvent c'est comme la justification, c'est ça, ma mère l'a subi. C'est la tradition. Voilà, c'est la tradition, voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est faire le lien entre ce qu'elles ont éprouvé dans leur corps et l'excision. Les femmes, quand elles ont des problèmes à l'accouchement, il faut arrêter aux sages-femmes. Les sages-femmes qui disent j'ose pas. Non. Tu leur dis, les problèmes, les complications, c'est lié à l'excision qu'elles ont subie, pour qu'elles fassent le lien. Sinon, elles ne font pas le lien. Quand vous discutez avec elles, elles ne le font pas. Donc, c'est le rôle des soignants de leur dire, c'est pas normal. Et en plus, ça permet de savoir si la mère, elle est prête à répéter ou pas sur la petite fille. Ça donne des éléments. Est-ce que vous en voulez encore à votre mère aujourd'hui? Plus maintenant, parce que j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai pardonné. Parce que j'ai compris qu'ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils ne se sont pas excusés. Moi, je n'attendais pas ça. Moi, je me suis dit, si tu rentres là-dedans, Alimata, tu donnes un pouvoir monstrueux à tes parents. Et ça, pour moi, non. Donc, ils ont fait comme ils ont pu, mais ils sont responsables. Attention, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que j'ai pardonné également parce que c'est aussi pour me libérer. Quand on pardonne aux autres, c'est aussi pour soi. C'est pas uniquement... Et aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec mes parents. Avec votre père aussi? Ouais, avec mon père, avec ma mère, j'ai de très très bonnes relations. Je les aide beaucoup. Ils sont fiers, hein. C'est ça qui est très troublant. Ils sont toujours à Paris, eux? En région parisienne, oui. Ils sont c'est très troublant parce que quand mon livre est sorti, ma mère, je lui ai dit à ma mère ce qu'il y avait dedans. Et ma mère, elle a regardé, elle m'a dit, je savais que toi, tu étais capable de faire ça. C'est drôle parce que jeune, on a tout fait pour que je rentre dans un moule qui était trop étroit pour moi. Et là, on se rend compte après coup que tout compte fait, c'était peut-être pas si mal, quoi. C'est la fierté aussi, certainement, que vous ayez réussi en France. Oui, c'est ça. Leur pays d'adoption, là où pour eux ça a été compliqué. Et puis, à la fin du livre, vous parlez aussi de la vie de votre mère. Oui, c'est ça derrière. Qui est aussi très dure. Et ça aide aussi peut-être à comprendre certaines choses et à pardonner. Oui. Merci beaucoup, Alimata Fofana, d'être venue, en tout cas, nous parler de l'excision et de votre histoire. Donc, il y a le livre À l'ombre de la cité Rimbaud et il y a également le documentaire qui est toujours visible sur le site internet d'Arte, À nos corps excisés, qui est aussi sur YouTube, je pense. Oui, mais sur Arte, YouTube c'est aussi. mieux. Oui, voilà. et différentes rencontres avec vous également. Rencontres littéraires, notamment. Tout à l'heure à Gand. À Gand, et également à Liège. Ça, ce sera... si je ne me trompe pas, demain. Oui. Et à Bruxelles. Merci beaucoup, Alimata Fofana, d'être passée par chez nous sur BX1. Merci. Merci.